Amitalia et les rencontres de Crans-Montana présentent, dimanche 21 mars dès 18h30, à l'adresse internet figurant ci-dessous, Jacopo Robusti, dit Tintoretto, né en 1518-1519 et mort en 1594, Tintoretto, un rebelle à Venise. En italien, Tintoretto signifie le petit teinturier. Son père, teinturier de profession, l'avait ainsi surnommé et Jacopo Robusti ne signa plus ses toiles autrement que par ce sobriquet, et avec lui sa fille Marietta et son fils Domenico, peintres tous deux. En France, on l'appelle le Tintoret. Tintoretto, c'est le peintre de la démesure, c'est le peintre dynamite, c'est le peintre révolutionnaire. Ah, qu'après lui, le Quattrocento de Léonard, Raphaël, Botticelli et même Michelangelo paraît vieux, engoncé dans la géométrie perspective, la porte d'harmonie, la spirale d'or, le coloris flamboyant et la symétrie. Oh, bien sûr, j'exagère, oui, c'est certain, mais je ne plaisante pas tout à fait. Tintoret était l'esprit le plus féroce que l'art ait jamais produit, a écrit Vasari. Il entendait par là la capacité de surprendre et de défier les spectateurs avec son travail. L'adjectif féroce est particulièrement bien choisi parce que Tintoretto ne cherche ni à plaire ni à flatter le spectateur. Peu lui chaud la beauté. Il veut exciter, bouger, provoquer même le mécontentement et l'indignation. Alors voyons cela à travers 4 petits chapitres, la démesure, l'audace, le culot, la révolution. La démesure tout d'abord, démesure de son paradis sis au palais des Doges de Venise, exécuté durant sa rénovation après l'incendie de 1577 qui le ravagea. C'est un assemblage de 50 huiles sur panneau pour une surface totale de 9,1 mètres de haut sur 22,6 mètres de large, où figurent pas moins de 500 personnages. C'est à ce jour la plus grande peinture à l'huile au monde. L'audace ensuite. Audace inouïe que cette apparition de saint Marc qui plonge et fond sur les hommes comme le fou de Bassan pique dans la mer. Jamais on n'avait vu semblable représentation qui stupéfia, déconcerta et effraya même les contemporains de Tintoretto. Le peintre innove, invente, révolutionne. Le miracle de l'esclave, si contre, peint en 1548, c'est au Cinquecento l'équivalent au XXe siècle du carré blanc sur fond blanc de Casimir Malevich. Pour la petite histoire, rappelons que saint Marc vient au secours d'un esclave puni pour avoir déserté son poste afin de prier le protecteur de Venise. Mais ni les coups, ni les pieux, ni les clous ne lui font du mal, car le malheureux est désormais protégé par le saint. Je ne connais guère qu'un précédent pictural, c'est le rêve de Constantin de Piero della Francesca. À la veille d'une bataille décisive, l'empereur Constantin voit en songe un ange fondre sur lui muni d'une croix. S'il se convertit, il gagnera la bataille contre son rival Maxence pour l'obtention du titre d'empereur de Rome. Le voilà, ce tableau de Piero della Francesca, peint en 1458-1466, une fresque de 329 sur 190 cm,
que l'on peut admirer à la basilique San Francesco d'Arezzo. L'audace, qu'il suffise de comparer les toiles de Tintoretto avec celles de ses deux meilleurs rivaux durant tout le XVIe siècle, à savoir le Titien et Véronèse, pour se convaincre du génie et de la nouveauté que le petit teinturier aura su apporter. Le Titien, tout d'abord, 1488-1576, avec la présentation de la Vierge, peint entre 1534 et 1538, une huile sur toile de 335 sur 775 cm, que l'on peut admirer à la Galleria dell'Accademia de Venise. On voit ici que Titien adopte la frise, si habituelle au Quattrocento, si chère aux Pérugiens ou encore à Raphaël. Sa composition semble même subordonner les figurants à l'architecture si imposante. L'escalier, quasi vide de tout personnage, occupe la moitié de la composition, de sorte qu'une certaine staticité solennelle prédomine ici. Les poses sont figées, hiératiques. Et quel contraste avec Tintoretto qui opte lui pour la contre-plongée, le mouvement, la symbolique ascensionnelle, tout cela pour un tableau qui traite du même sujet que le Titien, la présentation de la Vierge au Temple, 1553-1566, une huile sur toile de 429 sur 480 cm, que l'on peut admirer à l'église de la Madonna dell'Orto à Venise. Mouvement des bras, mouvement du contrapposto, et surtout mouvement des torses maniérés en forme de S, si caractéristique dans l'art du Tintoret. La mère oriente le regard avec son bras tendu en direction de la Vierge au-dessus d'elle. La Vierge au sommet, avec le délicieux mouvement de son petit pied posé sur la marche supérieure. La contre-plongée acquiert ici naturellement une signification spirituelle. Tintoretto exploite ici judicieusement les ressources de l'escalier, véritable échelle de Jacob. Admirons enfin la présence de toutes ces mères avec leurs enfants. Elles préfigurent le destin de Marie, future mère de Dieu, mais elles rappellent aussi par leur présence l'humanité de la Vierge. Comparons maintenant Véronèse et le Tintoret avec un même sujet, les noces de Cana. Voici les noces de Cana de Véronèse, une toile célébrissime qui est au musée du Louvre à Paris, une huile sur toile de 660 sur 990 cm, une œuvre raflée par Napoléon durant les guerres d'Italie et qui n'est jamais retournée dans la cité des Doges à la différence du fameux quadrige. Tout ici rappelle le classicisme d'une représentation déjà vue maintes fois, à commencer par la symétrie. Ce qui est à gauche se retrouve à droite. Classicisme de la frise des personnages, une frise corroborée par la frise du balcon. Classicisme également
l'homocentrisme, celui du Christ situé, comme de bien entendu, au milieu de la toile, reléguant de fait les époux à la périphérie. Les voilà tout seuls, tout isolés, tout à gauche du tableau. Ils ne sont plus qu'un simple prétexte. Classicisme enfin de la perspective rigide, rigoureuse et systématique. Les lignes perspectives qui bien évidemment convergent en un point situé juste au-dessus du Christ. C'est beau, c'est flamboyant, c'est extraordinaire, mais c'est très classique. Aucune forme d'innovation ici, dans ce tableau. À la différence des Noces de Cana de Tintoretto, 1561, une huile sur toile de 435 sur 545 cm, visible à la Salute de Venise. Alors la première originalité, c'est la perspective décentrée. En effet, elle évite le rapport frontal et par trop solennel choisi par Véronèse. La peinture de Tintoretto est plus festive, plus accueillante, plus joyeuse, elle est moins solennelle, elle est presque, dirait-on, moins biblique. Le Christ est à l'arrière-plan avec sa mère Marie. On les reconnaît certes, les autres personnages, en revanche, sont très difficiles à reconnaître, très difficiles à commencer par les époux. Où sont-ils? C'est assez difficile de trancher. Tintoretto ne nous sert pas un plat tout cuit. Le spectateur doit chercher, fouiller, il doit même entrer dans le tableau, et à cet égard, Tintoretto nous aide à y entrer. Regardez ces poutres au plafond. La perspective décentrée, avec ces longues poutres au plafond, donne au spectateur, en effet, l'illusion d'être déjà à l'intérieur de la pièce. De fait, entre le tableau et le spectateur se noue une intimité toute particulière. Voilà ce qui a fait dire au célèbre réalisateur Peter Greenaway: Véronèse représente la tradition de la musique classique, Tintoretto représente l'innovation du jazz improvisé. Le culot à présent. La décoration de l'ovale du plafond de la Sala dell'Albergo sise dans la Grande Scuola di San Rocco à Venise fait l'objet en 1564 d'un concours auquel participent Tintoretto, Véronèse, Schiavone, Salviati, Zuccari. Tintoretto sait qu'il a des ennemis à Venise, à commencer par le Titien qui fut certes son maître mais qui le jalouse sournoisement. Et puis il y a aussi un membre important de la confrérie, Juan Maria Zignoni, qui promet une récompense de 15 ducats au jury si ce dernier choisit de ne pas attribuer le concours à Tintoretto. Mais pendant que les peintres qui participent à ce concours s'attellent dans leurs ateliers à leurs esquisses, Tintoretto, avec la complicité d'un membre de la Grande Scuola, se renseigne sur les mesures exactes de l'ovale, puis exécute directement une peinture définitive à la gloire de Saint-Roch et la fait installer dans le plafond. Scandale, ignominie, tricherie, hurle-t-on en ville. Mais force est de reconnaître que l'œuvre est une réussite. Astucieusement de surcroît, Tintoretto fait don de sa peinture. Il ne veut pas toucher d'argent. Or, c'est une règle d'or à la Grande Scuola di San Rocco.
On ne peut pas refuser un don. En 1565, notre homme deviendra membre de la confrérie et s'attribuera toutes les décorations de la Grande Scuola di San Rocco. Tu parles d'un culot. La Révolution, enfin. Parmi les œuvres décorant la Sala dell'Albergo figure une crucifixion tout à fait extraordinaire, tout à fait révolutionnaire. La voici, cette crucifixion, 1565, une huile sur toile de 536 cm de haut pour 1225 cm de large, et donc visible à la Scuola Grande di San Rocco à Venise. Alors qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Il y a tout d'abord, c'est frappant, la crudité de la représentation qui ressemble au manuel parfait de la crucifixion. On pourrait appeler cette scène crucifixion mode d'emploi. Eh bien, il faut commencer, point 1, par creuser un trou, tout à droite. Ensuite de quoi, à l'horizontale, on va coucher le condamné pour l'attacher, le lier, le clouer, le crucifier. Point 3, sur la gauche, érection de la croix à l'aide de cordes et d'huile de coude. Et enfin 4, une fois que la croix est à la verticale, eh bien on va s'assurer qu'elle tient. Je connais un suivant pictural, c'est la crucifixion de Saint-Pierre du Caravage. Crucifixion de Saint-Pierre, exécutée en 1600, une huile sur toile de 230 sur 175 cm, que l'on peut admirer à la chapelle Cerasi Santa Maria del Popolo à Rome. Là encore, le manuel de la crucifixion. Il faut une pelle, il faut des clous, une croix, une corde. Et vous noterez tout au premier plan une pierre, probablement pour coincer la base de la croix, mais une pierre aussi symbolique. Il s'agit ici de la crucifixion de Saint-Pierre, et on se rappelle que Jésus a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église ». La basilique Saint-Pierre, dit-on, a été érigée à l'emplacement de la crucifixion de l'apôtre Pierre. Revenons à Tintoretto, et l'on constate que le processus de la crucifixion décrit un parfait demi-cercle autour de la croix du Christ. Et ceci à dessein d'incorporer le spectateur et lui faire vivre le calvaire. Au demi-cercle des tortionnaires, des ouvriers de la mort, s'ajoute la centaine de personnages et le tout décrit un cercle autour de la croix. Et ça, c'est original. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est proprement révolutionnaire. C'est véritablement Dieu parmi nous, et nous, les spectateurs, sommes conviés, nous faisons partie du cercle, nous sommes partie prenante, nous sommes concernés. Nous sommes appelés et invités à vivre le calvaire du Christ. Une merveille.
un chef-d'œuvre, bouleversant. Alors, si vous voulez tout savoir sur Tintoretto, si vous voulez savoir par exemple qui était Marietta Robusti, la Tintoretta, la fille du peintre, qui fut elle-même peintre, si vous voulez tout savoir sur ce tableau du Tintoret que la rockstar David Bowie avait acquise et qui se trouve maintenant, après le décès de David Bowie, à la maison Rubens à Anvers, en Belgique. Si vous voulez savoir comment Tintoretto a traversé la peste qui ravagea Venise et réduisit de moitié sa population, et enfin, si vous voulez en savoir plus sur Domenico Tintoretto, le fils de Jacopo Robusti, découvrir ce portrait tout à fait original d'un homme, pourquoi ? Dès lors qu'il s'agit ici du premier portrait peint d'un Africain qui ne soit pas un esclave. Le premier portrait peint d'un Africain gentilhomme et non pas d'un esclave. Ça, c'est fascinant. Alors, si vous voulez tout savoir sur Tintoretto, un rebelle à Venise, connectez-vous dimanche 21 mars 2021, dès 18h30 et jusqu'à minuit et demi, à l'adresse internet ci-dessous. Voilà, à bientôt, merci.